Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café en ce lundi 9 janvier. Alors au cas où vous auriez loupé ma vidéo de ce samedi, eh bien désormais vous aurez des vidéos publiées tous les jours sur la chaîne. Donc en gros la semaine ce sera Dev Café et le week-end ce sera des tutos à la place. Et ensuite deux autres petites infos qui devraient vous intéresser. La première c'est que ce jeudi à 12h30, on va vous donner rendez-vous pour une annonce mystérieuse. Et la seconde c'est qu'on va relancer les meet-up Flutter à Paris. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien pour vous y inscrire dans la description. Mais bon, on est ici pour parler de Dev Café, donc vous vous demandez probablement quel est le contenu d'aujourd'hui, le sommaire. Et bien notamment, on va se parler des infos révélées par Google lors du CES, ou encore d'une grosse faille de sécurité dans le marketplace de VS Code. Bon, je vais pas vous faire plus tenir le suspense, on commence tout de suite. On commence par les chiffres que Google a donnés lors du CES de Las Vegas sur tout son écosystème. Alors pour commencer, Android Télé et Google Télé sont maintenant utilisés par 150 millions de télés dans le monde, mais ce chiffre il est un peu discutable car un utilisateur il peut avoir plusieurs télés, et par télé on entend aussi le Chromecast parce que ça utilise Google TV. Donc faut plutôt voir ce chiffre comme la taille du parc, mais forcément ça va être assez hétérogène. Alors pour info, l'année dernière à la même période, ils avaient annoncé 110 millions, donc finalement c'est plutôt une belle augmentation. Ensuite, dans les autres données, il y a 3 fois plus de montres sur Wear OS qui sont utilisées aujourd'hui qu'en mai 2021, mais là aussi on ne connaît pas vraiment la base de comparaison, donc du coup ça ne veut pas dire énormément grand chose. Et sur le reste, ça concerne FastPair et Nearby Share. C'est certes des fonctionnalités qui ont des beaux chiffres, mais bon, il n'y a pas vraiment d'applications tierces qui les utilisent aujourd'hui. Mais c'était pas la seule annonce, puisqu'il y a eu du nouveau sur la partie voiture, et croyez-moi, c'est un bordel sans nom pour comprendre les différents noms, donc je vais essayer de vous les rappeler au cas où. Il y a donc Android Auto et Android Automotive. Alors la version Android Auto tout court, c'est si vous branchez votre téléphone à votre voiture, et Automotive, c'est directement la voiture qui tourne sur l'OS de Google. Mais là-dessus, il faut rajouter des sous-cas de figure, car il y a Android Automotive OS qui est la version AOSP du système, et Google Built-in qui est la version AOSP, plus les Google Automotive Services, et ça vous permet d'avoir par exemple Google Maps ou le Play Store. Et c'est donc pour ça que le groupe Stellantis utilise par exemple TomTom, car eux, ils ont la version non Google de l'OS. Et bon, après ces explications sur les noms vraiment trop compliqués, les nouveautés sont que sur Android Auto, il y a maintenant une toute nouvelle interface qui est découpée en plusieurs zones, un peu comme sur CarPlay au final. Alors en réalité, ça existait déjà avant, mais ça dépendait de la taille de l'écran. Bref, voilà, maintenant tout le monde aura cette même interface. Pour ce qui est d'Android Automotive, version Google uniquement, il y a Google HD Maps qui permet d'avoir un équivalent des Tesla avec un affichage des différentes voies de circulation et qui va utiliser en fait les différents capteurs de la voiture. Et pour rappel, je vous mets un lien si vous voulez tester l'émulateur Android Automotive, car c'est pas directement Google qui les propose, mais plutôt les constructeurs. Bon, au final, c'est quand même un énorme bazar tout ce truc-là. Ensuite, je vous en ai un peu parlé la semaine dernière, mais bon, le CES, généralement, ça signifie quand même bullshit. Mais quand même, il y a une petite info qui est intéressante pour nous, puisque Qualcomm a annoncé l'arrivée de la connectivité satellite sur Android. Alors forcément, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, car bon, je vais pas vous refaire le feuilleton entre Qualcomm et Apple, mais pour faire simple, on va dire que c'est compliqué. Mais si Qualcomm est si fier de sa techno, c'est qu'elle permettra plus de choses que sur les iPhones, car pour simplifier, les téléphones d'Apple, c'est essentiellement pour envoyer des messages de détresse. Et chez Qualcomm, ils utilisent une autre constellation de satellites, qui s'appelle d'ailleurs Iridium pour info, qui a la particularité que les satellites en fait sont interconnectés entre eux. Donc on imagine que si vous envoyez un message et que ce satellite il n'est pas bien aligné pour transmettre en fait l'info sur Terre, c'est celui d'à côté qui va le faire à la place. Mais le gros changement par rapport à Apple, c'est que ce sera une communication bidirectionnelle et pour envoyer des SMS. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en envoyer, mais surtout en recevoir. Et d'ailleurs la puce qui sera intégrée sur les nouveaux processeurs haut de gamme des téléphones, elle aura cette fonctionnalité-là, tout comme les prochains équipements de Garmin et peut-être même les voitures à l'avenir. Et finalement, en fait, si on réfléchit, la 5G, ça n'a pas vraiment révolutionné nos vies, mais peut-être qu'il y aura des vrais cas d'usage désormais avec la communication par satellite. Allez, on fait désormais notre petite pause pour les actus en bref, et aujourd'hui, il y en a d'ailleurs un tout petit peu plus que d'habitude. Si je vous dis smartphone réparable, vous pensez certainement à la marque Fairphone. Mais il existe aussi Shift, une société allemande qui va sortir le Phone 8. Sa réparation sera aisée car 13 pièces modulaires et potentiellement améliorables dans le temps seront proposées avec. Pour l'heure, le projet n'en est qu'à sa phase de financement et s'échange contre 444 €. Côté ROM Android, CyanogenMod a pendant très longtemps été la Rolls en la matière avant diverses péripéties. En parallèle, un fork chinois avait été créé sous le nom de Moki qui concernait essentiellement des téléphones de Motorola,
mais on sentait que l'engouement n'était plus là. Et avec un message publié sur Weibo, le Twitter chinois, tout le projet est désormais stoppé. Seule une version en cache du site persiste, c'est donc la fin d'une époque. La semaine dernière, une fuite massive des données des utilisateurs de Twitter a eu lieu, en incluant notamment l'adresse email et les informations autour du compte. Si vous voulez vérifier si vous en faites partie, le site Have I Been Pwned peut vous l'indiquer immédiatement. Toujours chez Twitter, après l'arrêt du service de nettoyage et les loyers impayés, voici que les anciens salariés n'auraient pas reçu leur indemnité de licenciement, pourtant 2 mois après l'arrivée d'Elon Musk. Encore sur l'aspect financier, depuis le 1er janvier, une grande partie des employeurs californiens doivent désormais publier explicitement le salaire lié à l'offre. Par exemple, chez Apple, un ingénieur logiciel iOS touche entre 130 et 240 000 $ selon les performances. Chez Google, c'est entre 148 et 230 000 $ pour un poste similaire sur Android, mais avec une expérience plus élevée. Et enfin, chez Meta, pour un ingénieur spécialisé sur le développement sur AOSP pour les casques de VR, c'est entre 173 et 241 000 $. Mauvaise nouvelle maintenant, mais avant, retour en arrière pendant le confinement où vous aviez peut-être entendu cette histoire où un employé était arrivé sur Teams en forme de patate. C'est ce que permettait en effet l'application Snap Camera du réseau social éponyme et qui fonctionnait sur Windows et Mac. Malheureusement, ce sera rideau pour l'application car elle ne sera plus téléchargeable ni utilisable dès le 25 janvier. Et enfin, faites très attention si vous utilisez la suite Adobe Creative Cloud qui permet d'accéder à Photoshop, Premiere Pro, Illustrator et bien d'autres logiciels très connus. Il est également possible de stocker quelques gigas de fichiers sur le service et une polémique vient de naître suite à la découverte que par défaut, ces fichiers pouvaient servir de base d'apprentissage pour les IA du groupe. Il est certes possible de le désactiver, mais l'avoir mis en douce n'était clairement pas la meilleure des idées. On reprend avec React Native qui a adopté la nouvelle architecture depuis la rentrée. Alors si toutefois vous n'êtes pas familier avec, auparavant il fallait faire communiquer le JS avec le code natif, et pour ça il y avait ce qu'on appelle un bridge qui venait sans cesse sérialiser et désérialiser des données, et ça pouvait avoir un impact énorme en termes de performance. Et donc pour la faire simple, l'idée de la nouvelle architecture c'est que ça va corriger ça, bon pas que, mais bref, on fait simple. Et sur la prochaine version de React, à savoir la 0.71, qui d'ailleurs devrait plutôt tarder à sortir, il va y avoir des grosses améliorations sur les performances. Déjà, comme vous pouvez le voir sur les captures, les temps de build sur Android, dans leur exemple, ils passent de plus de 10 minutes à seulement une trentaine de secondes, mais c'est pas tout puisque la taille du package à télécharger, elle est aussi bien réduite. Alors tout ça sera possible grâce au fait que les dépendances du moteur et de la bibliothèque Android de React seront désormais téléchargées sur Maven, mais surtout elles seront déjà compilées d'avance, d'où le fait qu'on va gagner énormément de temps. Pour la faire simple avec la nouvelle architecture, la taille des téléchargements était devenue trop grosse et c'est pour cette raison qu'ils basculent sur Maven, et en plus ça va permettre de ne plus faire cette étape de compilation qui pouvait prendre chez certains plus d'1 heure. Et pour finir, il y a encore 2 autres avantages. Par exemple, si vous ne faites que du développement pour iOS, les dépendances Android ne seront pas téléchargées et inversement. Et si vous êtes sur Windows, vu qu'il n'y a plus besoin de compiler, installer Visual Studio, ce sera plus nécessaire. Et enfin, on termine avec VS Code, dont je vais quand même pas vous faire l'affront de vous le présenter, mais simplement avant de vous parler de l'actu, je vous invite à revoir un vieux Dev Café de l'été dernier, il me semble, et dans lequel j'ai expliqué que certes VS Code c'est open source, mais c'est une véritable tireuse à données personnelle et il vaut mieux utiliser à la place VS Codium, qui lui va en désactiver une grande partie, en tout cas tout ce qu'ils peuvent. Mais pour en revenir à l'info autour de VS Code, c'est le marketplace des extensions qui serait une véritable passoire. Alors en effet, il y a des chercheurs qui ont réussi à mettre en ligne du code malveillant sans aucun problème, et le problème c'est que l'IDE il tourne avec les privilèges d'un utilisateur sans aucune sandbox, et ils ont aussi accès aux clés SSH. Donc on voit vite que le pire peut facilement arriver car ça peut permettre d'installer des applis ou encore de faire des commits sur vos repos. Bref, c'est potentiellement une bombe à retardement. Alors concrètement, les chercheurs ont essayé plusieurs techniques pour tester les limites de la sécurité du marketplace. Alors la première, c'est probablement la plus simple, puisqu'il s'agit de l'usurpation d'identité. Donc dans leur code, ils ont pris l'extension Prettier et ils ont fait un pur copier-coller, et par exemple ici, en prenant même la description et le logo. Et d'ailleurs, si vous jouez au jeu des 7 erreurs, il y a certes moins de téléchargements, mais sinon le seul changement, ça se situe dans le nom du package, où il y a un B qui est remplacé par un P, autant vous dire que c'est quasiment invisible. Alors il y a certes ce typo squatting, mais ils se sont aussi rendus compte que le nom des extensions n'était pas unique. Donc par exemple, vous pouvez créer des doublons sans aucun problème, et finalement pour eux, le verdict il est sans appel, il n'y a aucune erreur, le package a été publié sans aucun problème, et pour peu que vous fassiez pas trop attention, bingo, vous avez téléchargé un malware. Et toujours sur la fiche de la description, on peut lier le code source en donnant par exemple l'URL GitHub, et là aussi, zéro vérification, on peut lier vers le repo de n'importe quoi, y compris le vrai repo de Prettier ici. Donc en termes de camouflage, c'est finalement mission accomplie.
Les chercheurs ont ensuite continué leurs analyses et ils se sont intéressés à la petite coche bleue qui apparaît à côté de certains noms. Et comme sur la toute nouvelle version de Twitter, c'est une info qui n'est absolument pas gage de qualité, mais simplement que le nom de domaine a bien été validé par le propriétaire. Bon, ça c'était sur la partie utilisateur du marketplace, la partie visuelle. Maintenant, on va s'intéresser au code qu'on peut écrire pour détourner l'usage. Et eux, parmi leurs recherches, ils sont tombés sur 2 extensions qui sont citées ici, et ils ont découvert que toutes les 30 secondes, elles faisaient des requêtes sur leur serveur, et ça exécutait le code qui était reçu. Mais si vous regardez bien, en plus c'est de l'HTTP, donc potentiellement avec une attaque de type man in the middle, quelqu'un d'extérieur pourrait encore plus aggraver les choses. Bon, ils concluent en indiquant qu'ils ont laissé leur POC vivre quelques temps. Vous savez, c'est le fameux clone de Prettier, et en l'espace de 48 heures, ils avaient déjà plusieurs milliers d'installations. Donc comment dire, faites ultra attention, finalement le marketplace de VS Code, c'est vraiment dangereux si vous ne faites pas attention. Pour le moment, Microsoft n'a pas communiqué dessus, car l'info en fait est sortie vendredi. Bon, j'imagine assez facilement qu'on va en savoir assez rapidement, car sur la dernière enquête de Stack Overflow, VS Code, c'est 70% des devs qui disent l'utiliser. Et voilà, c'est tout pour ce numéro de Dev Café, mais quand même, juste avant de s'arrêter, le nom de Sound Blaster ne vous dira peut-être pas grand chose si vous n'aviez pas d'ordinateur dans les années 90 ou 2000, mais c'était une gamme de cartes son, car à l'époque, elles n'étaient pas logicielles comme aujourd'hui, ni embarquées dans les cartes mères. Et malheureusement, la semaine dernière, on a appris le décès de son créateur. Donc je vais pas vous prononcer le nom, voilà, sous peine de l'écorcher, il mérite quand même mieux que ça. En tout cas, il faut que j'essaie tant bien que mal de faire la transition vers la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à regarder la vidéo de samedi si vous l'avez pas fait. Et sinon, rendez-vous demain pour le meilleur de l'actu, même heure et même endroit.